couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Rebecca de Marcel Fabrics. Salut Rebecca. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît à nos auditeurs et nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors, comme tu disais, je suis Rebecca. Je fais de la couture depuis, je pense, 8 ans, quelque chose comme ça, une petite dizaine d'années. Tiens, j'ai pas revérifié, il faudrait que je recompte exactement. Et depuis 2 ans et demi, enfin en mars 2018, ça c'est très clair dans ma tête, la date par contre, je produis des tissus biologiques sous la marque de Marcel. Voilà. Question de but en blanc, comment est-ce que tu as choisi ce nom ? Ah ouais, le nom, ça c'est une question. C'était, je peux dire l'histoire complète, hein, c'était un casse-tête pas possible. J'imagine. Et pourtant le nom il était là depuis le début parce que avant de lancer les tissus de Marcel, j'avais un blog couture qui s'appelait le Bungalow de Marcel. Et ce nom-là, il était venu très spontanément. Et Marcel, c'était le nom de ma grand-mère, qui était une couturière que j'ai malheureusement très peu connue. Mais quand j'ai commencé à coudre, forcément, ça m'a très fort liée à elle. Et donc, son nom m'est apparu assez évidemment comme un pseudo quand je suis rentrée dans la blogosphère couture. Donc voilà, le bungalow, je trouvais ça chouette. C'était un nom qui sonnait bien dans ma bouche. Je trouvais que c'était un petit endroit sympa, sans prétention. Ça représentait bien ce que j'avais envie de faire avec le blog. Et finalement, quand j'ai lancé les tissus de Marcel, à l'époque, je voulais appeler ça le bungalow, les tissus du bungalow. Et j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé qu'il y avait déjà un e-shop de tissus aux États-Unis qui s'appelait comme ça. Ça me paraissait complètement absurde et aberrant, mais oui, ça existait. Et à l'époque, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'un dépôt de marque, comment ça fonctionnait, est-ce que c'était protégé ou pas. Mais je trouvais ça bizarre, voire dommage, de venir avec une autre marque de tissu qui portait plus ou moins le même nom pour plus ou moins la même chose. Je trouvais ça dommage. Et puis, j'ai pas tout de suite pensé à Marcel. C'est bizarre parce qu'il y avait le bungalow de Marcel, donc Marcel était en seconde position, j'ai envie de dire. Et là, j'ai eu pendant une dizaine de jours, je ne voyais plus que des mots. C'est-à-dire que je n'entendais plus les conversations, je voyais plus des choses autour de moi, je n'entendais plus que des mots, je ne voyais plus que des mots. J'imaginais tout comme étant des potentiels noms pour mes tissus. C'était pas très. Enfin voilà. Après coup, c'est drôle, mais sur le moment, c'était assez intense. Et finalement, je pense que c'est une de mes amies qui m'a dit mais en fait juste derrière Bungalow il y a Marcel. T'as pensé à Marcel là? Et donc voilà, en réfléchissant et en jouant un peu avec ce nom-là, voilà, c'est Marcel qui est sorti, qui est pas du coup écrit comme le prénom, mais avec un petit jeu de mots pour faire jouer un peu le paradoxe entre Mars qui est quelque chose de très masculin, de un peu d'aller un peu à la guerre, hein, voilà. Et de quelque chose de très engagé, et elle qui est la partie plus féminine, plus joyeuse, plus accueillante, plus douce. Et j'avais envie de tout ça dans ma marque de tissu, et donc voilà. Ça résume bien en effet ce qu'on retrouve dans ta marque et dans ce que tu expliques et ce que tu exprimes, que ce soit sur ton blog ou sur Instagram par exemple. Comment est-ce que t'en es venue à coudre en fait il y a quelques années ? Alors quand j'étais entre deux expatriations. C'est une partie de ma vie où je travaillais dans un gros bureau d'engineering. Je suis ingénieure électromécanicienne spécialisée en thermodynamique à la base. Et entre deux expatriations, j'avais décidé de pas reprendre un appartement, mais j'ai été vivre chez ma grand-mère, mon autre grand-mère du coup. On parle beaucoup de mes grand-mères, tiens. Et c'est vraiment un concours de circonstances. C'est que j'étais chez elle pour 3 mois, 4 mois, je pense. Et j'ai vraiment littéralement percuté sa machine à coudre un jour. Je suis très maladroite en fait, hein, dans la vraie vie. Je me suis fait vraiment très mal, et il se fait que je m'étais acheté un jeans quelques jours plus tôt qui était trop long. Et les deux informations ont fait tilt. Tiens, il y a une machine à coudre, et tiens, j'ai un jeans qui est trop long. Donc j'ai fait mes ourlets avec cette Elna magnifique des années de la fin des années 60, et puis j'ai plus décroché. Là, voilà. J'ai un ourlet, j'ai fait une trousse, j'ai fait un short, j'ai fait un petit haut,
Et puis là, ça a été la chute dans une nouvelle passion. Voilà, je suis tombée vraiment amoureuse de la couture et des tissus. Mais ça, j'étais déjà amoureuse des tissus avant, donc c'était un peu une collision très heureuse finalement qui m'a amenée là. Alors tu dis que tu étais amoureuse des tissus avant. T'en faisais quoi en fait de ces tissus avant? Tu les regardais, tu les touchais, tu choisissais avec soin tes vêtements? Ou alors est-ce que t'achetais des tissus et tu les stockais sans vraiment les utiliser? Comment est-ce que ça s'exprimait? Ouais, alors bon, j'ai un peu honte de dire ça maintenant, hein, mais d'abord, première chose, je ne prenais aucun soin de mes vêtements. À l'époque, j'achetais mes vêtements plutôt dans la fast fashion. J'avais aucun plaisir à acheter mes vêtements. J'avais pas beaucoup de plaisir de m'habiller particulièrement. Je n'avais pas un style très marqué. Donc c'est pas une fibre que j'avais. Je sais que beaucoup de personnes arrivent à la couture par leur amour du vêtement. Moi, c'est la couture qui m'a amenée à l'amour du vêtement. Donc j'ai fait le chemin inverse. Mais par contre, les tissus, ça a toujours été quelque chose que je regarde quand je voyage. Je vais aller voir les tissus spécifiques dans une région, dans un village. C'est des choses que j'aimais toucher. Alors j'ai acheté beaucoup de tissus dont je ne faisais rien, donc je n'avais aucune idée de quoi faire. Ça m'avait même pas effleuré d'aller les coudre en fait. J'aimais simplement ouais, voir, sentir la douceur, le côté très souvent artisanal que je retrouvais derrière les tissus. Quand on va chercher des tissus voilà, plus typés dans certaines régions, on tombe sur ce côté artisanal qui me plaisait énormément. Donc voilà, c'est les différents chemins qui m'amenaient vers les tissus. Quand, à la fin du confinement, là, du premier confinement, tu as exploré un peu ton stock de tissus et tu as tout rangé, etc. Et tu as beaucoup parlé de toutes les pochettes que tu avais faites. Tu nous as même montré des prototypes. Est-ce que tu as vendu des pochettes ou est-ce que c'était une passion pochette? Et en fait, ma question, c'est, tu n'as pas répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as expliqué que tu avais cousu et des accessoires et des vêtements, mais tu as été beaucoup dans les accessoires ou tu as été tout de suite dans les vêtements ou tu as mixé vraiment les deux? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, il y a deux réponses à ta question. C'est d'abord chronologiquement parlant, j'ai effectivement fait d'abord les ourlets de jeans, puis j'ai fait une pochette, et puis après je suis tombée dans les vêtements presque tout de suite en fait. Donc il y a eu un petit haut, un short, et puis je pense que ma cinquième réalisation c'était une robe en soie pour aller à un mariage. J'étais au taquet sur les vêtements vraiment. Euh, J'adore quand on est comme ça, folle, parce que j'en parlais avec Laurence justement dans le podcast d'il y a 15 jours. Et c'était tout à fait ça, quoi. On a tous commencé avec un projet un peu fou qu'on porte et qu'on réalise, et après on se dit, mais mais j'ai été carrément, folle ou quoi? carrément. Et ouais, et je suis partie avec un patron burda sans faire de toile, avec une soie superbe qui coûtait un demi-rein et qui était super fluide. Enfin, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et je l'ai mise, hein, la robe au mariage, je l'ai portée. Bon, après, mes finitions intérieures étaient une véritable catastrophe. Donc, enfin bon, voilà. Mais donc j'ai vraiment, chronologiquement parlant, mais c'est les vêtements qui m'ont de suite accroché, alors que j'étais pas du tout prédestinée à ça, puisque comme je le disais, avant ça, j'attachais pas beaucoup d'importance ni à ma garde-robe, ni à ce que je portais. C'était pas du tout, voilà, mon intérêt particulier, quoi. Et par contre, j'ai eu une grosse période, je dirais, il y a ouais 2 ans après, à faire des accessoires parce que il y avait. Alors comment ça s'est passé? Ouais, voilà, je suis partie en expatriation en Côte d'Ivoire. Et là, j'avais pas de machine à coudre, hein, j'ai pas emmené l'ancêtre de ma grand-mère. Et en parlant avec la propriétaire du petit appartement que je louais, je disais ah ben moi j'aime bien faire de la couture, etc. Et le lendemain, je reçois sur le pas de la porte, il y avait une machine Singer à manivelle et avec un petit mot qui disait voilà la machine c'est la machine de ma grand-mère et peut-être avant elle, on ne sait plus très bien d'où elle vient cette machine, elle ne fonctionne plus, mais comme tu es ingénieur, peut-être ça va marcher. J'étais là, ouais, j'ai pas eu cours de machine à coudre, moi, dans mes études, je sais pas trop. Et donc, je l'ai démonté complètement, je l'ai nettoyé, j'ai retrouvé le numéro de série de la machine, ce qui m'a permis de retrouver le mode d'emploi et la date de fabrication, elle datait de 1913.
Donc Waouh. on a fêté son centenaire quand j'étais là-bas en Côte d'Ivoire. C'était complètement fou. Tu m'étonnes. Et puis je l'ai remontée. Elle fonctionnait toujours pas super bien. Puis j'ai été voir un couturier, les mecs qui cousent des chemises en 2 heures là dans la rue, qui m'a aidé. En fait, le remontage était correct, mais les aiguilles, c'était des aiguilles spéciales pour ces machines-là. Et donc voilà, on a fait le fine tuning ensemble. Et par contre, avec une machine à manivelle de 1913, je vais finir par répondre à ta question sur les accessoires, hein, Non, t'inquiète pas de pas. souci. Avec cette machine à manivelle de 1913, il y avait moyen que de faire un point droit en avant. Il y avait même pas moyen de faire une marche arrière au point droit. Et donc, moi, j'étais excitée comme pas possible d'avoir cette machine à coudre. C'était pas un objet de déco pour moi. Utilitaire. C'était de la folie, quoi. Je comptais vraiment l'utiliser, mais impossible de faire des vêtements. Je connaissais pas encore la magie de la couture anglaise à l'époque. Et donc, je me suis lancée vraiment à fond au taquet sur les accessoires doublés. Donc, tout ce qui D'accord. est pochette, sac à main, il y a besoin que d'un point droit pour faire ça. Donc là, j'en ai posé des fermetures éclairs. Non, c'était super. C'était vraiment génial comme moment. J'ai adoré cette machine à coudre. Elle faisait un point droit digne d'un métronome. C'était merveilleux, vraiment. Ah ouais, ça doit être impressionnant de coudre avec ce genre de machine. Bah, surtout en imaginant que cette machine avait fait peut-être 3 continents différents, toutes les personnes qui avaient pu coudre avec, tous les tissus qui étaient passés sous le pied de biche. C'était vraiment super, vraiment ouais, chouette, une chouette relation en fait. Et donc, avec une manivelle, ça veut dire que t'as quand même une main qui est prise. Ah, tout à fait, ouais. Mhm. C'était la machine Singer de voyage, c'est-à-dire qu'elle avait pas avec toute la table et la pédale en bas. D'accord. Bon, de voyage, on s'entend, hein, elle pesait largement ses 15 kilos ou quelque chose comme ça. Donc ouais, c'était la main droite qui faisait tourner la manivelle et donc tout se faisait à la main gauche pour guider le tissu. Eh ben, quand je vois comment j'utilise mes deux mains, moi, pour coudre, j'imagine qu'il faut repenser un peu sa technique quand on utilise une telle machine, quoi. Ouais, après, je dis pas que mes finitions étaient super au taquet ou complètement droites ou voilà, mais ça le faisait carrément et j'ai fait beaucoup de sacs à ce moment-là. Voilà. Comment est-ce que t'en es arrivé à créer Marcel Fabrique? C'est-à-dire que tu l'évoques au début de ton compte Instagram et de ton blog sur ton site, que c'est quelque chose, je pense comme beaucoup de personnes qui font de la reconversion, c'est une étape à franchir, c'est toute une réflexion. Comment est-ce que toi, ton parcours t'a mené vers ça, finalement? Waouh, ça c'est une bonne question. Je pense que mon parcours ne m'a pas mené vers ça. Tout me menait vers ma carrière qui était entre guillemets bien lancée, qui était presque acquise. Je veux dire, bon, maintenant on a des pandémies qui font qu'il n'y a plus rien qui est acquis, mais en vrai, il y a quelques années, ben, j'étais un peu sur des rails. Je pouvais facilement changer d'entreprise pour monter dans certaines échelles, voilà, de ce genre de société. Donc ça ne m'a pas mené vers ça. Mais par contre, la couture m'a vraiment amené à me poser plus de questions sur l'impact écologique de ma garde-robe, tout Mhm. d'abord, et l'impact éthique. La première question, je dois bien me dire, c'était une question éthique, de dire attends, moi je mets 6 heures pour me coudre une chemise, comment ça se fait qu'on peut l'acheter à 35 balles dans un magasin XYZ. Donc ça a été ma première réflexion. Et puis derrière, de commencer à creuser, à me poser encore plus de questions et de me dire, mais ces tissus que j'adore tellement, en fait, ils viennent d'où? Qui travaille pour les faire? Comment sont rémunérés ces gens-là? Et puis derrière, tiens, mais l'impact sur la planète, comment ça se passe? C'est quoi toutes ces considérations? Et d'aller vraiment creuser là-dedans, ça a été le gros choc de cet impact qu'ont nos vêtements, que ce soit les vêtements du commerce ou les tissus, la couture qu'on fait, voilà. C'est un impact sur la société et c'est un impact sur l'environnement. Et en parallèle de ça, moi j'étais dans un boulot qui ne répondait pas du tout à ces questionnements éthiques et écologiques. Je travaillais pour des très grosses sociétés, je travaillais dans des centrales de production d'électricité
production au gaz, production au charbon, nucléaire. Moi, j'ai fait tout. J'avais la totale à mon palmarès. Et à un moment donné, j'étais là, oui, moi, j'ai fait ces études en énergie pour pouvoir répondre à une problématique. Et je me rends compte que pour être dans quelque chose de visible, ben, il faut être, on est prisonnier de cette logique industrielle, en fait. Et donc voilà, les deux se sont retrouvés, les deux chemins se sont un peu croisés. C'est voilà, ça fait un point un point d'impact, hein, où ces deux croisements sont arrivés là et j'ai sauté d'un rail sur l'autre. C'était pas facile, je vais pas dire le contraire, c'est pas facile du tout. Mais il y avait une perte de confiance d'un côté, une perte de sens, et de l'autre côté un besoin de sens justement qui se faisait sentir et voilà. Et dans la création de tissus, ce qui est important, j'ai cru le lire plusieurs fois, c'est que c'est toi qui créais les motifs, qui faisais des choix de motifs. Comment ça t'est venu l'idée de dessiner des motifs et de créer des tissus à motifs comme ça? Ouais, alors déjà, il y a un truc qui est intéressant dans ta question, c'est que tu dis, tiens, je crois l'avoir lu à gauche et à droite. En fait, j'ai un vrai problème de lui dire que c'est moi qui fais les motifs. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas et qui sont là, comment est-ce que vous faites votre sélection? Je suis là, bah, c'est plus que de la sélection en fait, c'est vraiment, je les dessine, je les crée et tout. Donc voilà, moi je dois apprendre aussi à plus communiquer là-dessus. Et probablement que j'ai du mal à en parler du fait que c'est moi qui fais les motifs parce que je n'ai pas de formation en fait et donc je me sens peut-être pas très légitime pour le faire. Donc j'ai pas un diplôme qui fait de moi une graphiste ou une illustratrice ou ce genre de choses. Mais par contre j'ai dessiné toute ma vie, j'ai peint toute ma vie et c'est un mode d'expression qui m'a accompagnée depuis enfant qui m'a accompagnée dans des périodes parfois difficiles, des moments d'adolescence compliqués ou voilà des étapes de la vie qui sont parfois compliquées. Et c'est aussi un moyen d'expression qui m'accompagne dans les moments joyeux, dans les voyages, donc le dessin c'est quelque chose que je fais un peu sans réfléchir depuis longtemps. Le dessin et la peinture, les deux, je dirais, même plus la peinture. Et donc, quand j'ai pensé à créer Marcel, quelque part, je faisais déjà tellement le grand saut en quittant ma carrière. Enfin, on s'entend le grand saut. Après, ça aurait pu ne pas fonctionner et j'aurais pu retrouver une carrière d'ingénieur. Mais sur le moment, on se dit quand même, waouh, là, je saute dans l'inconnu, c'est total. Que quelque part, je me suis dit, bof, un petit peu plus dans l'inconnu et de créer moi-même les motifs. Bah voilà, ça avait du sens, c'était faire un petit pas de plus et voilà, simplement. J'aurais pu ne pas me sentir légitime et puis aller acheter des motifs ou commander des motifs chez des graphistes ou des illustrateurs. C'est pas quelque chose de compliqué. Il y a un très grand marché de personnes qui créent des motifs. Mais finalement, pour boucler cette reconversion professionnelle, j'avais envie aussi d'amener pas que mon amour du tissu, mais aussi mon côté créatif dans cette aventure. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, non, mais c'est intéressant parce qu'on connaît plusieurs créateurs ou créatrices de tissus qui clairement partagent la collaboration avec des artistes du dessin ou de l'imagerie et toi j'avais senti ça mais c'était pas très clair et je l'ai lu je crois dans un article qui est assez lointain et voilà et au départ je me suis dit ah tiens elle a fait une reconversion via de la communication écrite ou du dessin ou des choses comme ça et en fait non pas du tout, c'était une passion que tu avais à côté. En tout cas je trouve très bien depuis tes premiers tissus la même patte, la même inspiration, la même chose. Donc finalement, il y a un sens, il y a un fil conducteur et une certaine unité quoi dans tout ton travail que tu proposes au fil des collections. Donc ça, c'est bien. C'est super de t'entendre dire ça parce que moi, du coup, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à ça en me disant est-ce que je fais juste les motifs que j'ai envie? Est-ce que j'arrive à créer un esprit de collection? Est-ce que voilà, de pas bien percevoir tout ça? C'est super de t'entendre dire ça. Merci beaucoup en tout cas. Bah, avec plaisir. Alors tu l'as très bien dit, c'était finalement c'est avant la couture, ça a été une question sur l'éthique qui t'a amené à créer du tissu. Je rappelle à nos auditeurs que tu crées des tissus uniquement bio et que c'est quelque chose que tu as choisi de garder envers et contre tout dans ta création.
Et dans ton blog, tu as beaucoup parlé des choix de cette industrie et de comment ça se passe. Comme en réaction à ta façon de t'habiller avant ça, tu as d'une certaine façon, je dirais, de manière peut-être un peu guerrière, lancé une guerre contre la fast fashion. Et je sais que ce soit sur Instagram ou ton blog, tu as beaucoup parlé de l'impact que ça avait la fast fashion sur la vie des gens, sur l'écologie. Tu as aussi dernièrement fait un article sur la fast fashion quand on en parle avec nos ados, ce que j'ai trouvé assez génial parce que finalement c'est avant tout eux qui commencent par là et je pense qu'on commence à l'adolescence notre relation aux vêtements. Comment est-ce que ça t'est venu d'à ce point-là engager la discussion ou la réflexion sur la fast fashion et tous ses dérivés, tous ses défauts en fait? Je crois que ça m'est venu assez simplement parce que ça a été moi la porte d'entrée de mon questionnement, enfin de mes questionnements multiples. Ça a été vraiment, comme je disais tout à l'heure, cette impossibilité de mettre en face le fait que moi, couturière non professionnelle avec un matériel non professionnel, je mets 6 heures pour faire une chemise et que on la retrouve pour quelques dizaines d'euros tout au plus dans un magasin de fast fashion. Et ça, moi, enfin, j'ai des chiffres, mon cerveau fonctionne très bien avec les chiffres, mais ça, il n'arrivait pas à mettre en parallèle. Et je me dis, si cette porte d'entrée-là, elle m'a permis à moi de me poser plus de questions et quelque part d'avancer, de m'engager là-dessus, ça a un intérêt de faire réfléchir aussi autour de moi. Par contre, et j'en reviens à l'explication que j'ai essayé de donner sur le nom de Marcel, de Mars qui est plutôt la guerre, quelque chose d'engagé, et elle qui est plutôt accueillant, bienveillant. J'essaye que toute ma communication sur ce sujet-là, sur ce sujet très engagé finalement de la fast fashion et des impacts éthiques et écologiques, j'essaye qu'elle soit bienveillante parce que moi je suis personne pour aller dire fais ci, fais pas ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc j'ai envie plutôt dans cette communication engagée, de faire un peu de faire exprimer le côté féminin, le côté elle, le côté bienveillant, accueillant. Je comprends super bien qu'on soit tous sur un chemin différent. Maintenant, quand moi j'avance dans les découvertes des informations, des données sur le sujet, j'ai envie de les partager et j'essaye de trouver une manière de les partager qui soit pas jugeante, qui soit de dire si j'ouvre une porte chez toi sur ce sujet-là, je suis hyper heureuse et je suis vraiment là pour en discuter et voilà pour partager. Mais sinon on fait chacun un peu notre chemin et peut-être que c'est un autre déclic chez toi, chez moi qui va nous faire avancer. Voilà. Ah mais complètement. Je l'ai pas du tout ressenti, en tout cas moi à la lecture, je l'ai pas ressenti du tout comme un jugement, plus un engagement de ta part à dire écoutez, voilà, je donne les données, moi ça me révolte, je le dis, je le partage, sans forcément accuser les gens qui vont utiliser ce système-là, parce que je pense que, comme tu dis, je pense qu'il y a deux questions. Il y a la question financière, donc on n'est pas tous placés à la même enseigne, et puis il y a aussi une question de choix de vie, et on fait chacun son chemin face à l'écologie, notre planète, etc. Carrément, carrément. Donc non, c'était plus toi une façon de dire moi je pars en guerre contre ça, de par ma réflexion, de par ce que je propose comme chiffre pour comprendre. Vous le prenez pas, mais voilà, si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez venir à mes côtés et regarder ça et avancer dans ce sens-là avec moi, quoi. En fait, moi, il y a une chose qui m'a un peu, là, quand je regarde ça, ta question est intéressante, ça me fait un peu réfléchir à tout ça, mais je me rends compte que moi, j'ai grandi dans un environnement qui était assez axé écologie. Moi, j'ai grandi en réfléchissant à ce qu'on mange, cette saison, c'est local, en réfléchissant à la manière dont on bouge, dont on se transporte, de plein de choses. Mais curieusement, les vêtements ne faisaient pas du tout partie de cette réflexion. Et donc, c'est un peu ça qui m'a, quelque part, qui m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, je suis sûrement pas la seule dans ce cas-là à avoir envie, à être convaincue qu'on peut avoir un impact plus positif en fonction de notre consommation. Et par ailleurs, ne s'est jamais posé la question sur l'impact des vêtements qu'on achète ou des tissus qu'on achète. Et donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée à partager toutes ces informations. Complètement. Moi, je pense que les années 80, c'était pas nos amis, quoi, en fait. Hein. Je
pense qu'on a à peu près le même âge et je pense que les années 80, en termes de mode, alors au-delà de l'image de la mode et des styles qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais surtout qu'on n'aime pas, je pense que il y avait toute une réaction aussi suite à ce qui a pu être fait main et peut-être de se dire bah moi j'achète et que la fast fashion a développé à partir de ce moment-là a permis justement de s'approprier la mode autrement et qu'on n'avait peut-être pas envie de voir cette partie non écologique de la fast fashion, quoi, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu, il y a parfois des générations un peu qui ont besoin de couper avec ce que faisait la génération précédente. J'ai l'impression que la génération de nos mamans, désolée pour les papas, mais en l'occurrence, voilà, que la génération de nos mamans a beaucoup moins cousu que nous, alors que nos Complètement. grands-mères, elles cousaient beaucoup, quoi. Et qu'il y a comme ça des césures qui sont fortes. Ah ben, je pense aussi, enfin complètement. Bon, en tout cas, dans mon cas, c'était vraiment ça, hein, et même si je pense que nos mamans des années 60-70, enfin quand elles étaient ados, 60-70, ont appris à coudre. C'est quelque chose qu'elles ont choisi de ne pas perpétuer forcément et d'utiliser plutôt le magasin pour s'habiller, quoi, en fait. Ouais. Quand on parle des tissus écologiques, j'ai vu un de tes articles que je trouvais assez chouette. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, revenir sur les différents labels? Et souvent, je sais qu'on parle d'écotex, c'est des petits mots qui seraient souvent retrouvés dans les magasins de tissus, mais en fait, c'est pas si chouette que ça, en fait. Ben, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que bio, en soi, c'est un concept, c'est une philosophie, mais techniquement, ce qu'on met derrière le mot bio ne veut pas dire la même chose chez l'un et chez l'autre. Pareil, moi j'ai des amis qui font leur potager, j'en ai qui vont dire ah ben c'est bio, je mets que des intrants qui sont d'origine naturelle. Et il y en a d'autres qui vont dire ah ben moi c'est bio aussi, mais par contre je vais mettre tel et tel produit qui sont synthétiques, mais qui sont certifiés biologiques. Ok pour le bio. Ben voilà, c'est des approches qui sont différentes. Il y en a qui sont plus extrémistes dans la définition du bio, dans le sens on ne rajoute rien qui ne vient pas directement de la nature. On va rien rajouter de transformé. Et puis il y a des approches qui sont beaucoup plus flexibles en disant bon, ce produit-là, il est transformé, mais avec le recul qu'on a dessus, il n'impacte pas l'environnement négativement. Ou si on l'utilise dans toute petite quantité, c'est pas si grave. Bon, donc le problème, c'est que du coup, le consommateur, il sait pas vraiment à quel type de bio, là je mets des guillemets, hein, mais on les voit pas, mais à quel type de bio il a affaire. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu créer des labels. Enfin, il a fallu. Et spontanément, il y a des labels qui se sont créés pour dire quand vous achetez ce bio-là, où c'est écrit ces trois lettres-là, avec tel label, ben quelque part, vous pouvez avoir confiance dans le fait que c'est ce type de philosophie-là qui est appliquée derrière. Ouais. Donc ça, c'est un peu la logique des labels. Que quand on achète un produit, que ce soit un vêtement, un tissu, un produit d'alimentation, n'importe quoi, sur lequel il est mis bio, ça ne veut rien dire en fait. Donc ça, il faut bien, sauf que ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait du marketing et qui peut mettre trois lettres dessus, quoi, en fait. Donc, derrière ça, il y a les labels. Donc, revenons au tissu. Il y a toute une série de labels. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont créés, qui ont trois axes, on va dire, de développement. Il y a un axe écologique pur. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va mettre derrière le bio, en fait. Ne pas utiliser de pesticides, ne pas utiliser d'insecticides chimiques, respecter la qualité de la terre, ne pas utiliser de l'eau, des nappes phréatiques. Il y a plein de choses possibles en fait. Donc ça, c'est l'axe écologique. Il y a un axe éthique qui va être de dire bah c'est bien de pas utiliser des pesticides, mais en fait si on fait travailler des enfants dans les champs de coton, bon, c'est peut-être pas terrible. C'est peut-être pas top. Donc je rigole, mais en vrai c'est quand même ça qui se passe. Ça, il y a un axe éthique qui est un deuxième axe, et il y a un troisième axe qui est l'axe consommateur. De dire ok l'impact sur l'environnement, ok l'impact sur le monde, mais en fait ce troisième axe il dit ce qu'on veut c'est que les tissus ou les plastiques ou que sais-je les vernis sur les bois n'aient pas d'impact négatif sur la santé du consommateur.
Donc ça, c'est un peu le troisième axe. Et donc pour reprendre juste les deux, pour moi les deux certifications textiles qui sont les plus souvent utilisées dans le monde de la couture, hein, pas dans le monde de l'habillement. Enfin, on peut en parler de trois. Moi, je vais parler de trois. On a le Ecotex dont tu parlais. Et ça, cette certification-là, dans je sais pas, 90% de la certification est à propos de ce troisième axe, de la sécurité du consommateur. Mhm. Donc en fait, elle garantit que dans le tissu final, il n'y ait pas de résidus de produits chimiques qui seraient utilisés dans le traitement du tissu ou dans la culture du tissu, etc. Donc, ce n'est pas du tout associé à du bio, en fait. Ouais. C'est associé vraiment à la santé du consommateur. C'est une marque c'est un label, pardon. C'est un label qui fonctionne très très bien, par exemple dans tout ce qui est gamme pour les bébés, Ouais. parce que les mamans, en général les parents, on va parler ouvertement, sont très sensibles à ça, à pas avoir des produits qui pourraient impacter la santé de leur bébé. Donc ça c'est Ecotex, donc qui parle vraiment de la santé de l'utilisateur. Puis on a un second label qui est le coton BCI pour Better Cotton Initiative. Mhm. Et ça, c'est un label moi qui me rend un peu folle. Je rigole, mais en vrai, j'aurais plutôt envie de crier parce que il y a beaucoup de greenwashing derrière. Donc il y a énormément de grosses marques comme C&A ou H&M qui achètent ce coton-là Mhm. en disant nos vêtements sont bio ou sont durables, rien qu'en se basant sur ce label-là. Or, ce n'est pas une certification, c'est simplement un engagement que prennent les producteurs de coton de faire mieux que ce qu'ils faisaient avant. Donc le label édicte une série de bonnes pratiques et les producteurs de coton disent nous on va essayer d'appliquer ces bonnes pratiques autant que possible. Autant que possible. Alors moi je veux bien que par exemple si je vais voir mon maraîcher et qu'il me dit moi je suis pas certifié mais viens voir mon champ, regarde comment je travaille, tu vas voir, j'ai pas de problème, je vais aller voir une fois et puis après je vais lui acheter ses carottes pendant 10 ans et j'aurai tout à fait confiance qu'il fait au mieux qu'il peut, etc. Mais quand on achète du coton à l'autre bout du monde et qu'on lui met un joli label BCI dessus, coton durable, moi ça me va pas du tout en fait. Je comprends. Dans la relation commerciale de masse, je pense que le lien de confiance il peut pas être établi de cette manière-là. Et donc la troisième certification qui est tout à fait de l'autre côté en fait de l'éventail, du côté j'ai extrémiste comme mot en tête, mais c'est pas très positif de dire ça en ce moment, mais bon c'est quand même ça. C'est la certification GOTS qui est la certification qui est la plus intransigeante sur les valeurs d'abord écologiques et puis après sur des valeurs éthiques aussi. Et c'est une certification qui peut être applicable de la culture de la matière première jusqu'à la réalisation finale du vêtement. Donc contrairement à BCI qui ne parle que de la culture du coton, qui n'est pas du tout applicable sur tous les produits qui vont être utilisés derrière pour transformer cette matière première en fil et puis en tissu et puis en vêtements. La certification GOTS, elle est applicable sur toute la chaîne de production, tant à la culture que la production derrière industrielle en fait. Voilà, et je pense qu'avec ces trois labels, j'ai un peu couvert l'éventail de ce qui se fait plus ou moins avec plus ou moins d'intransigeance sur les valeurs, sur les trois valeurs clés d'écologie, d'éthique et de protection du consommateur. Il va sans dire qu'un tissu, un vêtement qui est certifié GOTS ne contient aucun produit toxique pour le consommateur. Donc par défaut, il est aussi certifié Ecotex. Voilà. D'accord. Et donc toi, sur tes tissus à toi, comment ça se passe? Tu utilises quelle matière première? Comment tu fonctionnes? Et ils ont un label de fait ou pas?
Alors, sur mes tissus à moi, la majorité des tissus sont en coton. J'ai un petit peu de lin pour le moment, mais c'est pas la majorité de ce que je propose. Donc, tout le coton est GOTS, évidemment. Les tissus sont produits en Europe, c'est-à-dire que le coton n'est pas cultivé en Europe. Il y a du coton en Europe, mais c'est vraiment des productions toutes petites, donc c'est pas. J'arriverais encore à des prix beaucoup plus élevés si je voulais avoir du coton européen. Il est produit où d'ailleurs, le coton? Dans le monde, tu veux Ouais. dire? Les plus grosses productions, on a les poids lourds. Les poids lourds, c'est la Chine, l'Inde, le Pakistan, et puis on a une grosse production aux États-Unis. Le Brésil est pas en reste. Il y a une production significative en Afrique, au Mali, les pays environnants. D'accord. Voilà, globalement, ça fait déjà une bonne, une bonne partie de la production mondiale. D'accord. Donc après, il est transformé en Europe, toi, c'est ça? Ouais, voilà. Les usines de production de tissus se trouvent en Europe. Et donc, ce sont des usines, moi, je sélectionne des usines qui sont certifiées GOTS et qui vont me sortir un tissu qui lui-même est certifié GOTS. Ce tissu-là, je vais l'envoyer chez un imprimeur qui est lui aussi certifié GOTS. Un imprimeur et ou pour les tissus unis, c'est la même société, hein, mais qui fait de la teinture. Et donc, il va me sortir finalement un produit fini qui est certifié GOTS. Par contre, moi, je ne suis pas certifiée GOTS. Donc, théoriquement, je peux pas dire que mon produit que je vends est certifié GOTS. Voilà. D'accord. Ça, c'est la logique de la certification. C'est qu'en fait, la certification est aussi une structure commerciale. Hein. Donc, eux, ils doivent aussi fonctionner au niveau commercialement. Et donc, c'est leur manière à la fois de créer la chaîne de confiance et à la fois de subvenir commercialement, c'est de dire que chaque élément doit être certifié GOTS et puis on peut pas officiellement dire que le produit est GOTS si nous-mêmes on ne l'est pas. Voilà. D'accord. Donc toi, en fait, il faudrait que si tu voulais mettre ce label GOTS sur tes tissus, il faudrait que tu achètes une certification qui confirme que tu as bien fait toute cette chaîne du début à la fin, quoi. Alors, la première chose, c'est que je veux être certifiée GOTS. D'accord. Donc ça, c'est vraiment dans les objectifs. Par contre, c'est effectivement coûteux et c'est compliqué à mettre en place. Enfin, c'est compliqué. C'est un gros travail au niveau administratif. D'accord. En fait, dans la certification, il y a deux aspects. Le premier, c'est de se faire certifier soit comme entreprise GOTS. Le deuxième aspect, c'est de certifier les produits à l'intérieur de l'entreprise qui ont ce label. D'accord. Et donc, pour chaque produit, il faut pouvoir remonter la chaîne intégrale de production pour pouvoir dire, voilà, ce produit-là peut être certifié GOTS. Je schématise, je simplifie super fort, mais en gros, c'est ça. Donc, il faudrait dans un premier temps que je sois certifiée voilà, Marcel soit certifié GOTS, et puis après que je fasse certifier production par production, en fait, Oui. les tissus. D'accord. Donc un gros travail. Ouais, voilà. Pour le moment, j'ai des productions qui sont trop petites en fait de tissus. Ça me coûterait trop cher de faire certifier chaque réimpression de chaque production. Il faudrait que j'arrive à vraiment augmenter la taille d'impression de chaque tissu pour que ça ait un peu du sens de le faire certifier. Sinon, je ferais exploser mon prix, ça a aucun sens, quoi. Je veux dire, quelque part, Oui. pour l'instant, je me considère encore un peu comme le petit maraîcher dont je parlais tout à l'heure avec ses carottes, qui peut dire, bon, venez voir comment ça se passe chez moi. Et ça se passe un peu plus sur la confiance. Je travaille à obtenir cette certification. Oui, aujourd'hui, toi, tu travailles seul dans ton entreprise. Enfin, je veux dire pas seul, on a bien compris que tu avais un certain nombre d'intermédiaires et de gens avec qui tu pouvais échanger, mais l'entreprise Marcel, aujourd'hui, c'est toi. Oui, l'entreprise Marcel, c'est moi. Après, il y a des choses que je sous-traite, notamment pour m'aider sur le site internet, soit un peu de logistique, mais en fait, c'est moi, oui. Et depuis la création de l'entreprise, t'as une production qui a augmenté ou est-ce que tu restes toujours sur une moyenne pour l'instant identique ou le nombre de produits que tu proposes a augmenté par collection? Comment ça se passe? Ou le nombre de mètres que tu vends ou quoi? Alors là, dois t'avouer, je te disais que j'étais douée avec les chiffres, mais alors je n'ai pas trop d'idées. Donc oui, les collections et les produits proposés ont augmenté. Il y en a beaucoup plus qu'il y a 2 ans.
Par contre, d'une collection à l'autre, parfois je vais sortir 4 nouveaux tissus, parfois je sais pas, en sortir 15 nouveaux. D'accord. Donc ça, je n'ai pas encore trouvé mon rythme et bon, j'en aurais peut-être pas. C'est peut-être ça mon rythme, de ne pas avoir de rythme. On verra bien. Et par contre, en termes de production de mètres, de kilomètres de tissu, ça a significativement augmenté et surtout cette année parce que je vends maintenant aussi pas mal à des merceries et donc ça permet effectivement facilement, pas facilement, mais ça permet rapidement en tout cas d'augmenter du volume, de faire du volume. D'accord. Et donc t'es distribué dans combien de points en France? Enfin, t'es distribué en France et ailleurs ou uniquement en France? En France et en Belgique, j'ai aussi une mercerie en Italie. Je sais pas, je pense qu'au total, il doit y avoir une dizaine de merceries, je dirais. D'accord. Après, c'est difficile de dire. J'avoue que j'ai un peu du mal de partager en disant voilà telle et telle mercerie sont des revendeurs de Marcel parce qu'il n'y a pas toujours. Enfin, parfois le stock il est épuisé rapidement et donc je sais pas si la mercerie a encore du tissu de Marcel à proposer. Donc j'ai pas envie Non, bien sûr. de. Non, c'était juste pour avoir une idée un petit peu de comment ça a été développé ton entreprise. Au début, tu as commencé avec des préventes. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ou est-ce que c'est plus le cas? Alors oui, j'ai commencé avec une prévente. En fait, j'ai fait une seule prévente tout au début. C'était vraiment parce que j'étais en catastrophe totale avec mon imprimeur qui prenait des retards pas possibles. Et c'est curieux parce que moi, je viens du monde industriel, donc je sais bien les aléas qu'il peut y avoir. Mais là, curieusement, j'avais pas du tout envisagé qu'il allait y avoir des aléas de production. Première impression de tissu. Et donc, je me suis retrouvée avec un problème de calendrier, en fait. Mes tissus devaient être livrés, normalement, je pense que c'était fin mai. Et finalement, début juin, je vois rien arriver. Et mon imprimeur me chantait toujours la même chanson. Je vous dis, je vous informe dans 2 jours. Et puis, en fait, il me disait jamais rien. Enfin bon, voilà. Et donc, je voyais dangereusement la fin du mois de juin arriver. Et les vacances, juillet-août aussi, et je me suis dit, lancer une nouvelle collection, une nouvelle marque, avec une nouvelle collection, avec un nouveau concept de tissu en plein mois de juillet, Pas le bon plan. ça me semblait pas être la chose à faire. Et donc, je savais que les tissus allaient arriver, je connaissais la qualité des tissus parce que j'avais eu énormément d'échantillons avant, et donc ça c'était validé. Et donc je me suis dit, bon, ok, banco, on va faire une prévente. Voilà, c'était l'innocence du débutant, en fait. Voilà. Et dans tes premières collections et dans tes collections jusqu'à aujourd'hui, tu as beaucoup mis en avant le jersey. Et donc, tu as fait le choix du jersey de coton 100% coton. Pourquoi est-ce que tu as fait commencer par le jersey plutôt qu'un chêne et trame tout simple, j'aurais envie de dire? Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément du jersey de coton? Parce que je sais que tu as fait un chouette article, enfin que je pourrais mettre sur les notes du podcast, et j'ai trouvé ça très instructif. Comment coudre le jersey de coton? Alors, je n'ai plus en tête toutes les bonnes astuces que j'ai mis dans cet article-là, Non, mais je le mettrai en ligne comme ça. c'est, ouais, pourquoi j'ai commencé avec du jersey de coton et pourquoi du jersey de coton 100% coton. De nouveau, ça c'est en faisant mes recherches sur les impacts écologiques des tissus. Je me suis rendu compte que énormément de tissus, même certifiés GOTS en jersey, contenaient de l'élastane. Bon, l'élastane, c'est un produit dérivé de la pétrochimie, donc on n'est pas tout à fait sur sur du durable. Et c'est un produit qui a des grandes qualités qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'il amène de l'élasticité, de très grande élasticité. Il est pas cher du tout et il peut être produit en quantité partout dans le monde. Par contre, il a des gros désavantages dont on ne parle pas. Il y a un désavantage écologique évident quand on parle de produits issus de la pétrochimie. La production de l'élastane est super polluante. Bon, ok. Deuxièmement, c'est un produit en fait qui vieillit très très mal. L'élastane en fait ne supporte pas le soleil, par exemple. Des longues expositions sous les UV, je vais dire
Là, on parle pas de la Belgique, on parle plutôt du sud de l'Italie, hein, voilà. Ouais. Bon, ben l'élastane va en fait se rigidifier et va perdre toute sa capacité élastique, et puis après il va se séparer en petits morceaux. Et de la même manière, c'est un produit qui a le même comportement avec la chaleur. Donc je pense que c'est à peu près aux alentours de 60 degrés. L'élastane va simplement cuire. Et pareil, il va se rigidifier, perdre ses propriétés élastiques. Il faudrait que je montre ça d'ailleurs un jour sur Instagram. Moi, j'ai un vieux pantalon de yoga que j'utilise depuis 15 ans. Donc, j'ai acheté bien avant toutes ces considérations sur le sujet. Et on voit les petits fils cassés en fait d'élastane, qui sont des petites fibres blanches qui dépassent un peu partout sur le tissu. Donc ça, il faudrait que je montre. Et donc à ce moment-là, ça perd toute sa propriété d'élasticité. C'est pourquoi on veut qu'il soit là. Et le troisième point problématique avec l'élastane, c'est que un tissu, on va dire 99% de coton avec 1% d'élastane, n'est pas recyclable pour le moment. C'est-à-dire que le recyclage des tissus, c'est un sujet, je pense, qui est super important dans le futur de notre société pour permettre de récupérer la matière première en elle-même. Bon, pour l'instant, il y a pas mal de, on va dire, de problèmes, des challenges qui sont liés au recyclage des fibres textiles. Mais un des points super bloquants, ce sont tous les tissus qui sont avec des fibres mélangées. Et l'élastane en fait partie. Et donc simplement vraiment une infime quantité d'élastane dans un tissu, et hop, il est plus éligible pour du recyclage. Et ça, moi, je crois que c'est une erreur fondamentale que font une erreur écologique fondamentale que font les designers de vêtements à l'heure actuelle. Pas nécessairement à cause de la pollution de la production de l'élastane, mais parce qu'on se prive complètement de cette possibilité de recyclage qui, je pense, enfin pour moi, je le vois à moyen terme en tout cas comme une des grosses avancées écologiques qu'on peut faire dans le milieu textile. D'accord. C'était quoi la question? Pourquoi le jersey plutôt que le chêne et trame pour commencer? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Pas de souci. Ouais, et du coup, pourquoi le jersey? Parce que moi, j'étais super frustrée de pas trouver. Donc, moi, j'adore les motifs en général. Je trouve que c'est ça qui est super chouette en tant que couturière, de pouvoir faire ses propres vêtements avec des motifs qu'on n'a jamais vus ailleurs. Ça me fait triper complètement. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans les jerseys à motifs, c'était soit super enfantin, soit vraiment mamie, vraiment super kitsch, quoi. Et donc j'ai simplement créé le tissu que j'avais envie de coudre et que j'avais envie de porter. Bah, simple, efficace. Voilà. C'est la meilleure réponse. J'avais une dernière question un peu technique professionnelle. Tu as parlé justement sur ton blog de recyclage et de lavage, d'entretien des tissus, et ça je trouve que c'est chouette. J'avais une petite question technique. Tu avais évoqué à un moment justement un traitement anti-bouloche pour les jerseys. C'est toujours quelque chose que tu fais sur tes tissus, et dans ces cas-là, c'est quoi? Alors, c'est vrai que j'ai pas. Ouais, je pense que j'en ai parlé à un moment donné dans une sortie de collection, mais je devrais mettre ça plus explicité. En fait, avec le coton, alors par où je commence mon explication? Le coton est une fibre qui est relativement courte, et donc quand on fait des fils de coton, parfois il y a des minuscules fibres de coton qui vont un peu sortir du fil, qui vont sortir du tissu. D'accord. Et ces petites fibres-là, quand on porte un tissu qui a du frottement et tout ça, qui vont venir former des petites bouloches. D'accord? D'accord. C'est un peu le processus, si tu veux, super rapidement expliquer, de la bouloche. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pas avoir ces petites fibres qui vont en fait sortir, pointer de leur petit bout là, qui dépassent à gauche et à droite. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a plein de traitements différents qui existent pour ne pas avoir de bouloche. Il y a des traitements chimiques et il y a des traitements mécaniques. Et ce qu'on fait sur les tissus de Marcel, c'est qu'il y a une lame très chaude qui passe très très rapidement enfin, c'est le tissu qui passe sur la lame, hein, c'est pas la lame qui passe sur le tissu. Mais bon, bref. Le tissu passe très très rapidement sur une lame très très chaude, et ça va venir simplement
c'est presque, le mot est trop fort, mais c'est comme si ça brûlait en fait la petite tête qui dépasse. D'accord. Il n'y a pas de la fumée qui sort et des cendres qui tombent, hein. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que la petite tête qui dépasse, elle va se rétracter en fait, d'être presque brûlée. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, j'aurais appris plein de choses aujourd'hui. Super, c'est cool. Et alors sur le tri, alors je recommande à nos auditeurs de retourner voir ces articles, je les mettrai en avant parce que je trouve qu'ils sont assez complets, même si toi tu t'évoquais le fait de peut-être les compléter, le retravailler. Sur les articles sur le recyclage, le tri, ces choses comme ça, sur les matières, parce que comme tu le disais toi-même, on a tous dans nos garde-robes des matières polyester, des choses comme ça, parfois des vêtements de sport pour lesquels il est un peu difficile de ne trouver que des matières venant de la nature. Qu'est-ce que tu as trouvé toi comme solution pour laver toutes les fibres de polyester qui peuvent évacuer dans la machine à laver? Je sais qu'il y avait des sacs qui retenaient ces particules, il y avait des espèces de boules, des trucs comme ça. Toi, ton expérience personnelle, t'en es rendu où sur ça? Moi, mon expérience personnelle, c'est que j'en suis rendue à utiliser un minimum le polyester. J'en ai plus que dans certains vêtements avec un peu de ma vie précédente, mais et sinon certains vêtements de sport, effectivement. J'ai pas une technique à la maison que j'ai validée. J'ai regardé les sacs qui permettraient de pas relâcher les particules. Et en vrai, j'ai pas réussi à trouver une explication, un rapport qui me convainquait de l'efficacité de ces sacs, parce qu'on parle de microparticules. Oui. Donc c'est pas un filtre qui va. Je vois pas bien comment un filtre en textile peut retenir ces microparticules. Donc j'ai essayé de trouver des informations, j'en ai pas trouvé. Je vais pas dire que ça marche pas parce que je n'en sais rien. Je demande encore à creuser pour aller là-dedans. Donc et moi j'ai une technique qui est pas si évidente que ça à mettre en place, mais qui en fait fait tout de suite une grosse différence d'impact. C'est que je lave moins mes vêtements en polyester que ce que je faisais avant, simplement. Et je les lave sur des cycles beaucoup plus courts. En fait, je me suis rendu compte en faisant des analyses sur les impacts en général de voir sur un vêtement où se trouvait le plus gros impact écologique. Donc, est-ce que c'est la production du coton ou du polyester, ou est-ce que c'est la filature, la production du tissu, etc. Et en allant fouiller dans des rapports sur le sujet, en fait, un des très gros impacts écologiques, c'est vraiment l'utilisation qu'on fait du vêtement. On peut aussi avoir un vrai impact en utilisant moins le fer à repasser, en se disant bah voilà, ce t-shirt je peux le remettre encore une fois pour aller courir, c'est pas si grave, ou ce genre de choses. C'est pas évident de changer son mindset là-dessus. Je pense que j'ai jamais parlé de ça d'ailleurs avant. Bon voilà, de parfois juste se dire ce vêtement effectivement j'ai transpiré dedans, je vais juste le faire tremper un peu dans de l'eau froide dans un évier, et puis avec un peu de savon de Marseille, et puis je le mettrai dans une machine avec le reste plus tard, quoi. Ce genre de choses, voilà. Très Moi bien. c'est ce que je fais. Effectivement, j'ai encore des t-shirts en polyester pur de dur pour le Oui, bah, je sport. pensais Voilà. en particulier à ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je me souviens de ton article passionnant sur justement le jean. Et ça m'avait marqué cet impact du lavage sur les choix qu'on fait. C'est on peut acheter finalement quelque chose qui n'est pas écologique, mais le traiter de manière écologique, c'est-à-dire faire un choix de le laver ou pas souvent. Et puis de l'autre côté, on peut acheter un tissu super écologique ou un jean bio, éco, qui respecte l'écologie, et le laver 4 fois par semaine, et au final il va perdre tous les points positifs, on va dire. Donc Carrément. et je suis d'accord avec toi, c'est un peu difficile, je trouve, parce que moi je suis quelqu'un qui, par exemple, je prends pas une douche tous les jours, par exemple, j'avoue, hein, voilà, ça y est, c'est fait. Bah, on est toutes les deux avec des grosses révélations là. Hein. Et voilà, et quand je dis ça, je le dis toujours un peu avec j'essaye de regarder les gens qui me voient, et alors là, personne ne va me voir. Enfin, je ne vois pas les gens à qui je le dis, mais j'ai pas, enfin, personne ne m'a fait une remarque sur le fait que je sentais fort, ou que ça, enfin, ce qui est pas le cas en fait. Je me sens propre malgré tout, quoi. Et je pense que sur les vêtements, c'est pareil. Je peux réutiliser plusieurs fois les vêtements. Je fais pas 50 lessives par semaine. Les gens qui me disent avec une famille de 4, on fait 2 machines par jour, je suis là, ah,
Ah ouais, quand même. Et je me dis, il y a aussi quelque chose à réapprendre, de la façon dont on prend le temps aussi de réapprendre à manger. Je pense qu'il y a aussi réapprendre à consommer autrement. Il y a des gens, je pense qu'il y a plein de gens, il y a quelques années, qui n'achetaient que des vêtements neufs et qui ne se voyaient pas utiliser des vêtements déjà utilisés. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur comment on consomme l'eau de manière générale, que ce soit pour son corps. Voilà, enfin après on pourrait partir sur le débat, mais pour son corps et pour les vêtements. Et est-ce que ça a nécessairement besoin d'être nickel chrome clean, et est-ce que finalement c'est pas quand même propre, mais pas de la façon dont on l'envisage, et que ça peut quand même le faire, quoi. Je pense aussi que on a été éduqués, bonjour les années 80, avec cette idée que plus c'est chimique, mieux c'est, avec cette idée que le plus blanc que blanc, tout ça, il y avait ce côté hygiène lié à tous ces lavages, à tous ces produits et tout ça. Et je pense qu'il faut qu'on désapprenne un peu ça pour retrouver une hygiène qui est saine en fait, qui peut être tout à fait saine sans ces produits permanents. Et ça passe par le fait de se laver tous les jours ou de laver ses vêtements dès qu'on les a portés 2 fois. Et c'est pas si évident en fait de se réapproprier finalement. Tiens, qu'est-ce que c'est l'hygiène? C'est quelque chose qui s'est ancré un peu dans notre éducation. C'est vraiment pas évident. Oui, je pense qu'il y a des choses à apprendre, désapprendre, et puis aussi se questionner. Qu'est-ce que ça fait de se laver? Comment réagit notre peau? Comment réagissent nos vêtements? Finalement, on les abîme plus vite. Et est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Et les odeurs aussi, avec les lessives, le choix des lessives, notre linge, est-ce qu'il sent bon? Est-ce que sentir bon, ça veut dire qu'il est propre, etc., etc., quoi. Ouais, mais c'est ça qui est trop chouette, enfin, en tout cas pour moi sur mon chemin avec la couture, c'est que ça m'a amené à me poser plein de questions qui vont largement au-delà de quelle aiguille est-ce que je dois utiliser avec quel tissu. Et ça c'est canonissime. Moi j'adore la couture, de m'avoir amené là-dedans dans toutes ces réflexions-là. Ben, je suis d'accord. Je ne peux être que d'accord. Question garde-robe. T'as fait il y a quelque temps un gros tri et t'avais expliqué ce que tu gardais, pourquoi. Tu as fait aussi plusieurs articles où tu expliquais les 9 erreurs ou les 10 erreurs à ne pas faire en couture, etc. Et tu as plusieurs fois évoqué en fait quelque chose qui me tient moi énormément à cœur, c'est tout ce qui est la question de l'adéquation entre ce que tu couds, qui tu es, ton corps, etc. Est-ce que tu peux dire quel chemin t'as fait par rapport à ça pour que aujourd'hui ce que tu couds, ça soit quelque chose qui te corresponde, qui exprime qui tu es et qui te permette de les porter et d'être fier de ce que tu as fait et de le porter, quoi. Super gros sujet. Donc ça aussi, j'exprimais mon amour pour la couture là il y a 2 minutes, mais là encore plus parce que bon ouais, vraiment gros sujet. Il y a plein de choses dans cette question-là, dans ce sujet-là. Donc comme j'expliquais, moi au début le vêtement c'était pas un truc qui me faisait triper, c'était pas un moyen d'expression pour moi, c'était pas un moyen de bien-être non plus, de plaisir. C'était juste un moyen de m'habiller en fait et de me fondre un peu dans la masse. Avec la couture, j'ai découvert d'abord le plaisir de coudre, hein, et puis la question assez rapide de la fierté de porter quelque chose de cousu main. Et cette fierté, bah c'est quand même c'est un axe important de développement, parce qu'après on se dit attends, est-ce que je suis fière de porter quelque chose que tout le monde porte? Je suis fière de porter quelque chose que moi j'ai fait. Je suis fière de porter quelque chose qui me ressemble. C'est bon, moi j'ai pas mal questionné un Mhm. peu cette fierté-là, et je me suis rendu compte que ouais, il y avait certains vêtements que après cette fierté-là, j'étais simplement heureuse de les porter parce qu'ils me représentaient moi-même, parce qu'ils rayonnaient parfaitement le rayonnement que j'avais envie de mettre. Je sais pas bien expliquer, pardon, c'est tout brouillon. Ça résonnait, voilà, ça résonnait. J'avais l'impression que ces vêtements étaient faits pour moi. Bon, en l'occurrence, ils étaient faits pour moi et par moi. Comment j'ai un petit kimono en popeline avec un des motifs de Marcel. Quand je mets ce tissu-là, je me sens avec des capacités supérieures que quand je ne l'ai pas sur moi, par exemple. Tu vois, Non, c'est mais je un peu suis bête tout à à dire. fait. Il y a des tissus super forme, il y a des tissus, des vêtements, quand je suis pas en super forme, je vais mettre un sweat doudou et tout de suite je vais me sentir plus cocoon, plus confortable, plus à l'aise. Donc il y a un peu des super pouvoirs que j'ai donnés à des vêtements comme ça, ou que j'ai découvert dans des vêtements. Et je me suis dit,
beaucoup en lisant les contenus de Isabelle Latélise, tu vois, la blogueuse qui blogue plus trop sur la couture pour le moment, mais qui a longtemps blogué en disant moi je veux une garde-robe que avec des vêtements préférés. Et je me rendais compte que dans ma garde-robe à moi, j'avais je sais pas 10% de vêtements préférés. Bon, forcément, après 30 ans à ne pas considérer mes vêtements comme des choses avec des super pouvoirs, c'était normal. Enfin, je veux Forcément. dire, je pouvais pas être autre part. Mais et je me suis rendu compte aussi que certaines coutures que j'avais faites, ben je m'étais laissée embarquer dans certaines idées, dans des choses qui finalement transformaient ces vêtements en quelque chose qui n'était pas le vêtement préféré avec ces super pouvoirs là. Et donc j'ai eu une grosse réflexion, j'ai en permanence une grosse réflexion sur le sujet en me disant c'est mon envie en fait, c'est que tous les trucs que je couse soient investis de ces super pouvoirs. Alors c'est pas nécessairement des pouvoirs de me rendre plus forte ou plus rayonnante, ça peut être d'être le vêtement que tu mets les mauvais jours où tu as un nuage à la place du cerveau, ben ça aussi c'est un super pouvoir et donc mais je veux plus avoir des coutures dans lesquelles tu donnes de l'énergie, des rêves, du temps, de l'argent dans les tissus, dans les patrons, et puis qui finalement deviennent un fantôme de garde-robe. Ça, c'est plus possible, quoi. Ah, je suis complètement. Et pourtant, ça arrive encore. Ça arrive encore. Oui, bah, je pense qu'on est attentif, mais en effet, moi, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai envie de dire je milite, mais je crois que oui, en fait. C'est-à-dire se dire que Bah, le vêtement c'est fait pour s'habiller, on est tout à fait d'accord, mais que chaque jour on se sente bien, mais il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des jours où on a plus le moral dans les chaussettes, où on a moins d'énergie, mais pour autant il n'y a pas de raison que ce jour-là on puisse pas s'habiller de manière à représenter ce qu'on est. Et ça veut pas dire envoyer des paillettes ce jour-là, mais ça veut dire s'habiller en accord avec ce qu'on est et se sentir bien malgré le fait que ça va pas, quoi, et que ça représente, que ça nous fasse du bien, soit que ça nous apporte du bien ou que ça nous dise vraiment qui on est, au-delà du regard de l'autre, au-delà de tout ça, et c'est vraiment un travail de soi avec soi-même, quoi. ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec la couture. Hein. C'est pas la première chose que j'ai découvert avec la couture. Je dis après quelques années, en me rendant compte de ces coutures qui n'étaient pas portées, de pourquoi, de comment, de qu'est-ce que j'avais envie d'exprimer, pourquoi j'aimais porter certaines coutures et pas d'autres, et de me rendre compte combien je pouvais m'exprimer avec les vêtements que je portais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert avec la couture. Encore un truc, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et toi, quand t'as fait ça, est-ce que tu as un peu compilé les données ou est-ce que tu le fais vraiment au feeling? Quand je couds un nouveau truc, je le fais au Non, feeling ou quand t'as un vêtement qui va t'aller ou qui va pas t'aller, est-ce que tu vas noter l'info? Alors, est-ce que ça va être la noter, l'écrire ou pas forcément, mais ça va la garder dans ta tête en te disant, bah voilà, cette couleur-là, c'est vraiment une couleur qui me plaît, ou en me disant clairement, bah cette couleur-là, ça me fait vraiment pas un teint sympa. Je le note dans mes tablettes intérieures ou vraiment sur mon carnet, en me disant, je n'achèterai plus ou je ne coudrai plus cette couleur-là pour moi. Ou alors cette forme, ben non, là je l'ai exploré, mais en fait non, pas du tout. Et de se le noter. Ou est-ce que tu fais au feeling ou est-ce que tu réfléchis à ça quand tu fais tes prochains vêtements en couture? alors je dirais un peu des deux. Moi, je fais régulièrement, très régulièrement, des gros tris dans ma garde-robe. Et c'est autant les vêtements qui me restent du commerce, hein, parce que j'en ai encore beaucoup, j'ai pas encore tout. Enfin voilà, il y a des choses que je continue à mettre, que je continuerai à mettre, et les cousettes, et que je ne porte pas. De vraiment réfléchir, les vêtements qui sont là depuis 2 ans que j'ai pas portés, ça sert à rien de les laisser là. Ils ont besoin d'une seconde vie, ils ont besoin de trouver quelqu'un ailleurs qui va les porter, qui vont se servir. Et à ces occasions-là, je me pose vraiment la question comment ça se fait que sur cette pile de tissus, il y a des trucs que t'as l'air de bien aimer en fait. Quand je les regarde, je me dis mais ouais, ils sont beaux, c'est chouette et tout ça, et pourtant je les porte pas. Et donc j'essaye de réfléchir à ces moments-là. Et comme c'est avec pas mal de tissus, pas mal de vêtements, et que c'est des moments où je prends plusieurs heures en fait pour passer toute ma garde-robe en revue, bah ça, j'ai l'impression que ça ancre un peu en moi toutes ces erreurs entre guillemets et toutes ces réussites aussi, et de me dire ah bah celui-là, ça c'est vraiment un de mes vêtements préférés, et je peux mettre un peu tous mes vêtements préférés les uns à côté des autres, et je vois comme un pattern, comme une Ouais, logique se dessiner, ouais. tu vois. Et donc
Ouais, je pense que c'est ces moments-là qui ancrent en moi cette logique. Mais par contre, ça me met pas à l'abri de refaire n'importe quoi derrière de temps en temps. Mais ouais, c'est pour ça que ces articles m'ont fait beaucoup de bien à chaque fois de les écrire. Je retiens plus les choses en les écrivant, effectivement, et je les ai écrites sur le blog. Je les ai partagées. J'ai rien de plus que ce que j'ai partagé sur le blog sur le D'accord. sujet. En tout cas. Moi non plus, j'ai pas pris de notes. En fait, je pense que ça s'imprègne en nous de savoir une couleur, une forme ou quelque chose qui nous fait du bien ou pas, quoi, qui nous convient ou pas. Ouais, je sais par exemple vraiment que les matières très fluides, c'est pas moi, je me retrouve pas là-dedans. Alors c'est difficile parce que sur la blogo couture, on voit beaucoup de ces matières fluides, c'est un côté attirant, un côté féminin, très tendance et tout ça. Et moi ça ne me convient pas, ça ne me va pas, je me retrouve pas du tout là-dedans. Et ça c'est quelque chose maintenant, je pense que c'est assez bien ancré, ouais. Oui, je pense qu'il faut se planter 2-3 fois et se dire bah non, en fait ça c'est une sirène qui m'attire, mais en fait il faut que je sache que celle-ci non, c'est pas pour moi, quoi. Voilà. En début d'année 2020, avant que ça devienne une année pourrie, tu as lancé le gang des blogueuses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette initiative? Dis-nous comment ça t'est venu, comment ça s'est mis en place, et puis après j'aurai sûrement d'autres questions. Ouais. Comment ça m'est venu? Comment ça m'est venu? Je ne sais pas. Je présume que je me suis réveillée un matin avec cette idée, mais elle n'est pas venue de nulle part. En fait, moi, donc comme je t'ai dit, j'ai commencé la couture. J'étais chez ma grand-mère, qui est aussi pédagogue qu'une poignée de fenêtres, donc pas du tout. Et donc elle m'a montré le bouton on/off de sa machine à coudre et son apprentissage s'est arrêté là. J'adore ma grand-mère au demeurant, mais voilà. Et donc j'ai découvert en même temps que la machine à coudre de ma grand-mère, j'ai découvert les blogs couture et les tutoriels couture, même pas vidéo sur les blogs quoi. Et j'ai appris à coudre entièrement grâce à ça. Donc ça c'était canonissime. Je veux dire d'apprendre un savoir-faire qui te permet de t'habiller, qui est super utile si tu veux, qui est incroyablement créatif et qui est devenu une passion, de l'apprendre de personnes que tu ne connais pas, que tu ne croiseras peut-être jamais, et puis parfois j'ai même pas, je le dis, il est arrivé plein de fois où je laisse même pas un merci en commentaire du blog où tu te dis, mais zut, comment je dois faire pour poser une fermeture éclair? Et pof, tu trouves un tuto, et hop, tu cours à la machine à coudre, et t'y vas, et enfin, c'est un peu magique quand même, les blogs couture, quand on y pense. Enfin, en tout Complètement. cas, pour moi, c'était carrément magique. Et puis après, il y a eu toute cette recherche du vêtement, de cette découverte de tiens, tel tissu, tel patron, ça fait telle tombée, ou des nouveaux patrons qui sortent, et de voir des revues de patrons par des couturières qui vont dire bah pour moi c'était un peu juste aux épaules, ou et donc de me rendre compte qu'on pouvait faire des ajustements morphologiques. Enfin, les blogs couture m'ont accompagné et ont accompagné ma passion. On nourrit ma passion, pas accompagné, on nourrit ma passion d'une façon incroyable. Et avec l'arrivée d'Instagram, je remarquais bien que les blogs couture étaient de moins en moins alimentés. Il reste toujours certains grands blogs couture qui fonctionnent et qui sont chouettes. Mais ce qui m'attristait, c'était pas tant le fait que les blogs disparaissent. Enfin, on peut discuter sur le fait qu'ils disparaissent ou non, mais moi, c'est la sensation que j'avais. Ce qui m'attristait, c'était le fait que l'échange sur Instagram est moins dans cet échange de savoir-faire, en fait. Mm-hmm. Et donc voilà, j'ai simplement guidée par un peu cette tristesse ou un peu cette difficulté, je me suis dit bon ok, on va remettre un coup de projecteur sur les blogs. Il y a moyen de faire des choses. C'est un média qui peut-être dans sa forme est plus tout à fait d'actualité, mais en fait qui dans le fond est pas encore tout à fait prêt à être remplacé. Je trouve, typiquement pour les tutoriels. Bon après il y a YouTube, il y a plein d'autres choses, hein, mais et donc voilà, j'ai parlé de ça avec d'autres blogueuses. On s'est retrouvé un petit groupe, on était 13. Ouais. En fait, la forme du gang, même le nom du gang, les sujets et tout ça ont été décidés ensemble. C'est pas moi qui ai je pense que c'est moi qui ai proposé le premier sujet, mais c'est tout. Et donc c'était plutôt une dynamique de groupe, voilà. Et on a sorti, l'idée c'était de sortir des articles chacune sur nos blogs respectifs
sur un même sujet qui parlait de la couture, hein, on parlait pas de la migration des papillons, et du coup de voir un peu les différents points de vue et de donner envie, de poser la question à la fin, de dire votre avis est intéressant aussi, alors en commentaire c'est cool, mais le mieux c'est de le faire sur votre blog à vous et d'aller de refaire une espèce de toile d'araignée de blog qui peuvent échanger, qui peuvent partager. Et c'était des très chouettes réflexions en fait. Moi, j'avoue que dans mon esprit, j'avais envie qu'on fasse plus du partage de tutoriels. Et finalement, le groupe s'est pas du tout orienté là-dessus. On a fait des grosses réflexions, mais bien en profondeur, sur notre relation à la couture, aux différents patrons, aux challenges. Il y a eu des choses vraiment intéressantes. En tout cas, moi, l'exercice que j'ai fait chaque fois pour écrire sur le sujet m'a chaque fois amené dans une chouette réflexion. Intéressant, voilà. Oui, bah c'était passionnant. En effet, c'était vraiment des sujets de fond sur pourquoi on est arrivé à la couture, qu'est-ce que ça nous amène, quels sont nos challenges, les patrons préférés, etc. J'avoue que moi, ce que j'ai préféré regarder, c'est les patrons préférés parce que il y a un petit côté curieux, mais surtout, ça parle énormément de la personne et ça exprime son rapport aux vêtements. Et je trouve que tu l'as très bien expliqué dans ton article en disant, ben voilà, j'aurais pu choisir plein d'angles d'approche pour faire une sélection. Et en fait, j'ai choisi ceux que je mets le plus, ceux que tu t'aimes le plus et que tu préfères coudre en même temps. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa et très riche finalement sur ta façon d'envisager la couture et c'est comme ça que tu l'as expliqué. Donc, c'était très agréable à lire et à découvrir. Ah, c'est cool. Et je suis d'accord avec toi, la Mélilo, je crois que c'est une de mes chemises préférées avec la Archer. Ouais, on va faire un gang Melilo Forever, ouais. Ça faisait un bout de temps que je l'avais sur ma pile de trucs à coudre et il y a 1 an ou 2, enfin le temps file, je sais plus, et j'avoue que j'en ai fait 3, je crois. Là, j'ai pour projet cet hiver de la faire en manche longue. J'appréhende un peu, je sais pas si elle va donner aussi bien, mais en tout cas, je l'ai fait dans des tissus tellement légers pour l'été. Elle est juste super confortable et c'est bien plus confortable qu'un t-shirt, je trouve. Ouais. Donc c'est vrai que je porte les miennes très régulièrement. Depuis que je fais de la couture, que je me pose des questions sur les tissus, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique de compréhension avec les t-shirts pour l'été. Les t-shirts sont en jersey très souvent. Bon, après, il y a des jerseys qui existent qui sont super légers. Hein. Mais en général, les jerseys, tu n'as pas posé de questions et je te balance mon truc comme ça, mais bon, bref. Non mais je t'en prie. Vas-y, au contraire. Les jerseys sont largement plus épais que les tissus enchaînés tram. Et donc sont plus lourds à porter, retiennent plus la chaleur du corps et l'humidité en fait. Et donc le côté t-shirt pour l'été, j'ai jamais bien compris moi. Ben écoute, tu vois, maintenant que tu le dis, je crois qu'inconsciemment, parce que je n'avais jamais formulé ça, en fait je préfère porter plein de petits hauts en chaîne et trame très légers que des t-shirts en été. Mais c'est une réflexion que je fais là a posteriori en repensant à mon tiroir haut d'été quoi. Et c'est un truc que les mecs ont pas du tout conscientisé. Parce que pour l'image du mec en été, c'est t-shirt quoi. Ils ont l'alternative de la chemise, mais qui beaucoup de mecs trouvent un peu trop formel ou je sais pas pourquoi ils se disent que en dehors du boulot ou je sais pas quoi, ils veulent mettre un t-shirt et pas une chemise. Et en fait, par les fortes chaleurs, la chemise en lin, en coton léger, en popeline, courte manche et un peu aérée, elle va être beaucoup plus confortable que le t-shirt. Ouais, je suis assez d'accord. Pour le coup, moi, ce que j'aimais bien dans la Mélilo courte, c'est que ça avait un petit côté habillé. Et comme je peux avoir en été un côté très cool, ça restructure un peu et justement, c'est bien agréable, je trouve. Ah, cool. Et je voulais d'ailleurs faire un clin d'œil à ton premier top sorbetto un petit peu rigide, parce que quand j'ai lu ça sur ton blog, tu parlais d'une de ses premières coutures en adéquation avec le tissu. J'avoue que j'ai un top sorbetto que je n'ai toujours pas jeté parce que j'adore le tissu, mais à chaque fois que je le mets, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout adapté. Donc je compatis. Ouais, on va faire un gang. Hein. Ouais, je l'ai toujours aussi, mon top sorbetto. Je ressemble à un frigidaire quand je le mets. Mais, mais c'est le premier, on peut pas jeter ça. C'est ça. Ouais, moi, c'est un superbe tissu petit pan, je crois, donc c'est hors de question. Ouais. Voilà, mais c'était pas du tout adapté. Donc ça m'amène à un sujet que je trouve assez passionnant et que tu as fait fructifier avec raison, je trouve. C'est justement le choix du tissu pour un vêtement. Comment choisir ces tissus? C'est un sujet que tu as développé très tôt par petites touches. Ensuite, tu le proposes aussi avec des petites fiches gratuites sur ton site internet. Et puis, tu en arrives à faire un livre et une formation. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ça fait beaucoup, hein.
Ah ouais, je commence par rougir là, carrément. Je ne vois pas, hein, mais bon. Waouh. Ouais, j'ai fait tout ça, c'est fou. Ouais, ben c'est un gros sujet de nouveau dans ma réflexion de pourquoi certaines coutures je les porte et je les porte pas. Je me suis rendu compte que vraiment à la base de beaucoup de problèmes, il y avait une mauvaise combinaison patron-tissu. Et ça, c'est problématique parce que c'est pas une science qu'on peut apprendre. On peut faire, comme moi et comme beaucoup d'autres, des essais et des erreurs. Et bon, c'est pas très souhaitable parce que ce qui risque d'arriver, c'est que tu fais 10 essais-erreurs et puis après t'en as marre, t'arrêtes la couture et hop, tu retournes chez le Suédois. C'est pas exactement ça l'idée. Et donc moi, j'avais envie de faire profiter de mes erreurs d'autres couturières en disant bah ouais en fait il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas et c'est pas qu'il y a une recette miracle, il y en a pas, mais par contre il y a une structure de pensée qui permet de réussir à assembler à assembler mentalement le patron et le tissu pour réussir à se dire c'est ça que je cherche ou pas. Et donc ça, c'est ce que j'ai commencé complètement à l'envers, c'est ce que j'ai mis dans la formation que je propose. Et d'ailleurs, c'est une formation qui est sortie lors du premier confinement. Et c'est bien, c'est que tu me rappelles que j'en ai absolument plus parlé Depuis. de la formation. Il faudrait que je reparle parce qu'elle était vachement cool cette formation et j'ai eu plein de super retours. Enfin bon bref. Donc j'ai fait une formation vidéo pour un peu expliquer une catégorisation assez intuitive des vêtements qui permettent assez simplement de se dire ben là je vais pas faire le sorbetto avec le tissu petit pan parce que je vais avoir l'air d'être une armoire à glace quoi. Donc ça fonctionne pas, c'est trop rigide. Et donc ce genre de réflexion en fait peut être assez facilement catégorisé en comprenant un peu mieux la manière dont tombent les tissus. Et donc, j'ai mis tout ça dans cette formation. Et tu vas voir, je vais te faire un retour en arrière. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette formation à ce moment-là, pendant le confinement? Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de terminer mon livre, le guide pratique des tissus, et que j'avais une seule contrainte pour écrire ce livre, c'était le nombre de caractères au total. Et j'ai explosé la contrainte, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire. Et donc, avant de rendre le manuscrit, j'ai dû décider de couper dans pas mal de sujets. Et un des sujets qui est passé assez fort à la trappe, pas complètement, il est quand même un petit peu expliqué dans le livre, mais c'est la partie sur les tombées des tissus. C'était compliqué en fait d'expliquer avec des mots dans du texte comment tombe plus ou moins tel et tel tissu. Et donc j'ai décidé de couper très 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 très, très fort cette partie-là et de par contre l'utiliser pour la formation dans des vidéos avec des photos, avec des images, avec beaucoup de contenu plus visuel, ce qui est beaucoup plus simple effectivement. Bah et puis pour le coup, oui, c'est fait pour être visuel quoi. Voilà, tout à fait. Et alors dans le livre, moi le livre je l'ai aussi écrit pour donner vraiment des informations pour mieux connaître ces tissus. Parce que mieux connaître ces tissus, ça veut dire mieux les choisir. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton livre? Alors le livre, c'est le guide pratique des tissus qui est publié aux éditions Mango. Donc je voulais vraiment donner plus d'informations sur les tissus, pouvoir mieux les comprendre. Et il y a deux approches. Il y a les informations très théoriques, quelles sont les matières premières, quel est le processus de fabrication. Et puis il y a une approche aussi plus ah, culturelle presque de quel est l'impact sur notre société ça a eu, d'où est-ce que ça vient, de quel pays, de quelle époque, à quelle période ça s'est développé. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pris énormément de plaisir à développer dans le livre. Alors ça aide pas vraiment les couturières à mieux choisir leurs tissus, mais par contre, moi, ça a beaucoup nourri ma passion pour les tissus et pour la couture. Et donc, j'avais à cœur aussi de partager ces éléments-là, puisque je pense que les personnes qui sont passionnées de couture, bah ça peut résonner en elles aussi, de mieux comprendre dans l'univers de notre société où est-ce que ça s'intègre en fait. Quels sont les impacts, les tenants, les aboutissants.
je parle de société en termes super larges, hein, on s'entend. Oui, bien sûr. Mais c'est quelque chose, je sais que tu en as parlé pour le jersey popularisé par Coco Chanel dans l'habillement général. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé lire cet article. C'est des informations que tu as vues auparavant ou est-ce que c'est tout un travail de recherche que tu as fait pour le livre avec passion nourrie par tes envies? Alors, c'est un peu des deux. Il y a énormément de choses d'informations que j'avais avant. Au gré de mes voyages, en fait, j'ai eu l'occasion de beaucoup m'intéresser aux cultures textiles dans différents pays. Ça m'a ramené à me poser la question globalement dans nos pays, nous, d'où est-ce qu'on vient, comment ça se développe en fait le textile au fil des années, des siècles, etc. Pas sur une question de mode parce que, bah, comme tu l'as entendu, c'est pas vers ça que moi je me tourne, mais vraiment sur une question textile, de développement textile. Et par contre, pour écrire le livre, j'ai réentamé une grosse phase de recherche pour remettre les choses d'équerre, pour vérifier des informations que j'avais ou des choses que j'avais entendues ou donc voilà, pour pousser beaucoup plus loin des informations, pour pas raconter des bêtises non plus, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui un jour m'a dit que voilà. Oui, bien sûr. C'est toujours mieux d'avoir des sources fiables. Croisé. C'est ça. Ouais. Et ton livre, t'as des retours dessus? Enfin, t'as des lecteurs, des lectrices qui t'ont dit que ça les avait aidés, des choses comme ça. Il est sorti au mois de septembre, c'est ça? Octobre? Il est sorti au mois de septembre, mi-septembre. Écoute, j'ai eu des super chouettes retours, ouais, des personnes qui ont été très intéressées. Il y avait deux aspects. Il y avait le côté j'ai appris plein de trucs, c'est vraiment super. Et ça va m'aider pour choisir les tissus, ça c'est vraiment cool. Et puis il y avait l'autre aspect qui pour moi était, ça c'est un peu plus de l'ego, hein, mais tu vas voir, mais c'est quand même important. C'est de dire ah c'était super chouette à lire. Et c'était ma crainte vraiment de sortir un bouquin qui soit pas gai à lire parce que le sujet peut sembler un peu théorique et un peu ouais c'est beaucoup d'informations et j'avais envie de délivrer beaucoup d'informations mais que quand même on puisse se dire voilà c'est gai à lire donc c'est chouette à lire donc voilà apparemment C'est réussi. voilà, ça a l'air réussi en tout cas chez les personnes avec qui j'ai eu un retour, donc ça c'est cool. Et pas que ma maman. Ah, mais ça fait du bien que nos mamans aussi nous disent que c'est bien. Ouais, bon oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Hein? bon, on les croit moins bien, on les croit moins. Ouais. Ou pas. Ou pas, ouais. Donc finalement là c'est un peu la consécration de l'écriture sur la couture. Tu publies pas mal de choses sur ton blog, que ce soit des gros questionnements théoriques, que ce soit des tutoriels, parce qu'il y en a plusieurs sur ton blog, que ce soit aussi partager comment fonctionne ton entreprise. Et c'est ça que j'aime bien chez toi et chez d'autres entrepreneurs du tissu, c'est de dire aussi, ben voilà, il y a une question sur les défilés, il y a une question sur les choix de tissus. Je sais que là dernièrement tu avais fait choisir des tissus, des motifs pour essayer d'optimiser au mieux la prochaine collection, des choses comme ça. Je trouve que savoir un petit peu comment ça se passe derrière, ça nous permet à nous aussi de comprendre un petit peu mieux ce qu'on achète, etc. Bref, tu écris beaucoup. C'est un plaisir que tu te connaissais avant ou c'était quelque chose que tu as développé finalement grâce aussi à la couture? Qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter, la couture nous apporter? C'est quoi ton rapport à l'écriture de ce point de vue-là? Ouais, c'est intéressant comme question. Moi, j'écrivais beaucoup quand j'étais ado, plus perso, tu sais, genre carnet intime, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, pour moi, des choses à gauche et à droite. Et puis en arrivant dans la vie professionnelle, bah, j'ai appris à écrire pour la vie professionnelle, hein, d'abord pour les études et puis dans l'industrie où je travaillais, là c'est pas la même chose. Et j'ai J'imagine. carrément perdu le goût de l'écriture. Et c'est le blog, le bungalow de Marcel dont on parlait au début qui m'a fait remettre les pieds dans l'écriture. Et c'est drôle parce que le blog, il est toujours en ligne. Et je ne pense pas que je pourrais aller relire les premiers articles parce que je pense que c'est écrit comme ça se passe dans ma tête, genre en direct.
Il n'y a pas beaucoup de phrases qui ont un sujet, un verbe et un complément. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pas grave. En fait, ça m'a donné vraiment le plaisir, en fait, de poser des mots, de renouer avec une certaine musique des mots, des phrases, voilà, de l'écriture. Et donc oui, j'ai beaucoup de plaisir à écrire et principalement, si on en revient à Marcel maintenant, principalement pour la newsletter où je l'écris vraiment comme si j'écrivais à une personne, en fait, comme si j'écrivais à voilà, comme si je l'écrivais à toi. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à faire. Ouais. Maintenant, pour le livre, ça a été un peu différent parce que le livre, bon, on peut pas écrire directement comme si je t'écrivais un email ou comme si c'était directement dans mon cerveau. Donc, il y a eu pas mal de discussions avec l'éditrice de dire bon, je peux faire un peu des petites blagues ou je peux pas. Ouais, il y a quand même des petits trucs un peu cocasses qui sont restés dans le livre et ça c'est bien. Je suis contente. Je suis contente. Tant mieux que ça soit resté à ton image, en fait. Ouais, ouais, quand même. Mais même s'il y avait une tentation au début, c'est marrant, hein. C'est la maison d'édition qui m'a proposé l'écriture du livre, et quand je me suis retrouvée un peu devant la page blanche entre guillemets, il y avait une petite tentation de réécrire de façon protocolaire, je dirais, ou comme j'écrivais quand j'étais ingénieure, on écrit un livre, quoi, on n'écrit pas un blog, c'est pas pareil. C'est ça. Puis en réfléchissant, j'étais là, bah non, jamais de la vie en fait. Je vais écrire ce livre comme j'ai envie de l'écrire maintenant et ce sera quelque chose que j'espère agréable à lire. Bon, eh ben écoute, je ne l'ai pas encore eu dans les mains, mais ça fait partie des petites choses que j'ai envie de m'offrir, donc je te dirai. Ah bah voilà, avec plaisir, hâte d'entendre ton avis. Comment moi je l'ai lu. J'ai fait le tour en fait des points que je voulais aborder avec toi. En tout cas, moi ce que je voulais te dire, c'est le plaisir que j'ai eu à lire ton blog et à suivre et puis à recevoir tes emails dans ma boîte mail. J'ai vraiment le plaisir d'une couturière, c'est-à-dire que, alors, tu disais que c'était difficile aujourd'hui, tu avais fait le point de trouver un équilibre entre coudre les tissus Marcel pour en faire la promotion et coudre des choses pour toi, ce dont tu avais vraiment besoin. Mais malgré tout, on sent vraiment que tu couds des choses qui te ressemblent et des choses dont tu as besoin entre guillemets et c'est assez agréable. J'ai beaucoup aimé tout ton travail sur le jean, enfin moi aussi j'adore les jeans donc c'était assez chouette et d'être assez vrai en fait dans le partage en disant que ben voilà j'ai fait une robe avec des volants mais là au bout d'un moment il y a trop de fronces, trop de volants, ça j'en pouvais plus donc ben, finalement elle est courte, elle est pas longue, des choses comme ça. En tout cas, voilà, c'est un vrai plaisir de lire, de suivre ton aventure et puis tous ces motifs qui sont largement inspirés de la nature. D'ailleurs, c'est assez sympa parce que toutes tes photos sont en pleine nature. Donc, j'aurais envie de te demander où est-ce que tu habites, mais peut-être dans quel coin tu habites pour nous faire des photos pareilles. En tout cas, on sent que c'est un milieu ou un environnement qui doit t'inspirer parce que il y a beaucoup de végétal dans tes dessins. Dans ta dernière collection, il y a tout un côté un peu japonisant, etc. T'as évoqué dans une des vidéos que t'avais déjà été au Japon. Enfin, en tout cas, c'est assez frais, c'est un petit côté un peu méditation dans les motifs, donc c'est bien agréable. J'espère que les clientes le retrouvent et partagent mon enthousiasme pour profiter de tout ça, quoi. On ne le voit pas du tout, mais je rougis. C'est bien que tu fais la vidéo. Bah écoute, Merci Mathilde. mais de rien, de rien, de rien. Voilà. Bah écoute, est-ce que toi t'as quelque chose à partager? Où est-ce que t'en es de ta prochaine collection? T'en as sorti une il y a peu de temps, je crois. Est-ce que il y a encore beaucoup de tissus? Comment ça se passe? Ben là, bah écoute, allons-y, all-in. J'ai beaucoup de mal à partager sur le moment même en fait. Peut-être t'as remarqué ça sur les newsletters. Je vais partager sur que si c'est les blocages d'il y a un mois, d'il y a 2 mois, d'il y a 3 mois, mais sur le moment même, j'ai un peu du mal, surtout dans la création, Ouais. à partager mon état dans la création. C'est pas toujours facile. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes dans mon processus de création. Il y a des collections où j'ai sorti 10 motifs, où j'en ai créé 150. Ouais. Donc, si je partage là sur Instagram en stories en disant youhou, j'ai créé un motif, je suis trop heureuse, ce qui se passe en général, hein, j'ai ce sentiment-là. En fait, ce motif-là ne sort jamais parce que je dors 2 fois dessus et puis je me dis non, ça va pas le faire. Ben, c'est une partie du processus en fait que j'ai beaucoup de mal à partager. Donc là, je suis en plein dedans. D'accord. Donc j'ai déjà 5-6 motifs qui sont en devenir sur la planche en train d'être travaillés.
J'ai des motifs à l'aquarelle, j'ai des motifs en 100% numérique sur la table en train d'être travaillée. Je ne sais pas encore quel motif sortira en jersey, quel motif en popeline ou en voile, mais j'ai très très envie de ressortir une collection de jersey. Donc voilà, on verra un peu comment ça va s'organiser. Et par contre, ouais, je réfléchis à des motifs, je réfléchis à une possibilité. Voilà, de nouveau, je partage des choses, je sais pas si ça va arriver ou pas, mais une possibilité de faire des motifs un petit peu plus, comment est-ce qu'on dit, passe-partout, qui vont être aussi très travaillés. Enfin, le motif sur lequel je travaille là, c'est très travaillé, c'est énormément de temps derrière, mais par contre, c'est un motif qui est moins figuratif et moins typé en fait. D'accord. Donc voilà, c'est une réflexion qui serait aussi des motifs entre guillemets moins genrés, parce que pour le moment dans la collection il y a quand même énormément de tissus très féminins. Oui. Et donc là, ce serait peut-être des tissus qui pourraient aussi aller pourquoi pas pour la couture pour les hommes et des choses comme ça. Et comment est-ce que tu choisis les couleurs après les fonds de tes tissus, les tissus unis, etc. Est-ce que parce qu'il y a plusieurs couleurs qui reviennent, il y en a d'autres, mais finalement il y a pas mal de choses. Est-ce que tu te limites à quelque chose ou comment ça se passe? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de feeling. Il y a une couleur qui me fait extrêmement peur et qui donc n'est pas du tout dans la collection, c'est le noir. D'accord. J'ai peur du noir. On va pas redire cette couleur-là, cette phrase-là. J'ai peur du noir sur la durée, en fait. J'ai peur Oui. qu'un tissu noir soit beau en sortie d'imprimante et puis en fait de le laver 10 fois, 20 fois et que après ça ait plus le même éclat. Ouais. J'ai un bleu marine que j'aime beaucoup, que je trouve très vibrant, qui tient très bien sur la longueur et donc voilà. Il y a des couleurs avec lesquelles j'ai cette espèce d'affinité et puis je peux pas bien t'expliquer. Je t'avoue que faudrait que je fasse une petite introspection sur la question. Et mais heureusement, je peux poser aussi parfois la question et ça c'est gai de pouvoir poser la question sur Instagram, dans la newsletter et d'avoir un peu de retour sur les couleurs qui plaisent, les motifs qui plaisent, etc. Parce que je vais toujours produire quelque chose qui me plaît à moi, mais si c'est à choisir entre un motif A et un motif B qui me plaît à moi, ben autant sortir celui qui plaira au plus de personnes derrière. Voilà. Oui, parce que bon, ça reste quand même une entreprise, quoi, techniquement. Exactly. Bon, bah écoute, on te souhaite beaucoup d'inspiration et de réflexion et de dessin pour cette collection en cours. C'est une sortie prévue pour quoi? Tu mets combien de temps comme ça pour C'est tout le prévu. processus? En fait, ça dépend. Il y a des motifs que je vais créer maintenant qui sortiront peut-être dans 1 an ou dans 1 an et demi, mais la majorité, j'espère en tout cas, des motifs vont sortir au printemps. D'accord. Euh, il y a Donc, certains motifs qui ont une période d'incubation beaucoup plus longue. Certaines bases de motifs, pas tout de suite le truc pour les assembler, où je suis pas satisfaite et où ils vont rester dans un placard pendant quelques mois. Et puis tout d'un coup, je vais dire ah mais oui, c'est sûr, c'est ça, et hop, ça va sortir. Voilà. Il y a un peu de, je dirais, d'incertitude ou de magie dans le processus quelque part, et donc je contrôle pas tout à fait tout. bah, je pense que c'est normal pour un processus créatif, sinon ça serait triste d'être hyper cadré, réfléchi et logique pour tout ce Ouais, ouais. processus-là. Donc, d'accord. Donc, il y a une espèce de 6 mois à peu près entre la création d'un motif et l'arrivée Ouais. sous nos machines d'un tissu. D'accord. Et ça, c'est possible parce que j'ai déjà les usines en fait qui vont produire le tissu. Si je veux faire sur un autre tissu que ceux que j'ai déjà en fait, que les usines que je connais déjà, ben dans ce cas-là, il me faut plus de temps. D'accord. Parce qu'il faut que je fasse des tests de qualité sur les tissus, il faut que je vérifie beaucoup de choses, et puis après lancer la production, puis après envoyer chez l'imprimeur. Donc il y a beaucoup plus d'étapes alors. Mais disons que depuis 2 ans et demi, j'ai un panel de producteurs qui me permet d'avoir ouais 6 mois, ça marche. D'accord. Alors j'imagine, enfin je te souhaite d'aimer tout, mais est-ce que tu préfères la partie créative ou la partie vraiment gestion de création technique, on va dire, contacter les fournisseurs, gérer tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est fonctionnement et puis après tout ce qui est la logistique. Est-ce que tu t'apprécies tout autant tous ces différentes casquettes, hein, parce que c'est un métier qui est finalement hyper riche, quoi. Ouais. Bon, j'aime pas du tout faire la comptabilité, hein. D'accord.
temps. J'ai fait un rejet des chiffres alors que ça a été ma vie pendant 15 ans. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des moments qui sont plus compliqués à gérer quand on a un fournisseur qui dit non là je vais avoir un retard de 3 mois, c'est pas très gai. Mais par ailleurs c'est super excitant de faire des recherches pour chercher une nouvelle usine, d'essayer de développer de trouver un nouveau tissu. Chaque partie a des choses plus chouettes et moins chouettes. La logistique c'est plus répétitif, mais par contre quel plaisir d'envoyer les commandes, de se dire c'est des personnes qui me font confiance, c'est des tissus qui vont être cousus, qui vont être aimés, c'est aussi un plaisir. Donc moi je trouve que il y a une chouette balance en fait. Ce que j'aime bien dans mon organisation professionnelle, dans le fait mon travail en fait, c'est la variété des choses. Je vais pas passer 2 jours à faire la même chose et je vais pas passer 2 mois à faire la même chose non plus d'affilée. Donc c'est vraiment épanouissant pour moi. Bon, eh ben tant mieux. Eh ben écoute, pour cette belle entreprise et toutes les valeurs qui y sont associées, je te souhaite encore plein de bonnes choses, que ça se passe bien et que ça continue de grandir si c'est en tout cas ton souhait, ou de continuer sur cette lancée. Et puis merci d'avoir pris le temps de venir parler avec moi aujourd'hui, d'avoir échangé sur tous ces sujets techniques et passionnants qui nous ont été amenés par la couture en fait. Bah ouais, vive la couture, hein. Et merci à toi, vive la couture, et surtout merci à toi, pour cette discussion, c'est chouette. Tu m'avais pas menti, hein, c'est comme une discussion tranquillement. Et puis à des fois, je me suis dit, si j'avais pu préparer cette question, j'aurais sûrement fait une réponse bien plus structurée. Je crois que je suis partie un peu dans tous les sens à certains moments, mais c'est peut-être l'occasion d'en discuter aussi après. S'il y a des choses qui sont pas claires ou s'il y a des choses qui sont pas complètes, on peut en discuter, je sais pas, en commentaire ou sur ton Instagram, s'il y a des gens qui ont des questions, voilà. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Donc, si vous avez d'autres questions ou si cette discussion vous a amené des réflexions particulières sur la couture d'une garde-robe raisonnée, sur le coton bio, sur les labels, sur le fonctionnement d'une entreprise de tissu, enfin tout ça, sur le tombé d'un tissu. Ok, donc on peut te retrouver sur Instagram à Marcel Fabrics en 3 parties, avec des underscores à chaque fois, sur ton blog et surtout sur ta boutique Marcel Fabrics. Toutes les infos vont être sur l'article du blog, ainsi que certains articles dont j'ai parlé en particulier. Et puis si vous voulez aussi des petits mots de Rebecca, ça sera dans votre boîte mail si vous vous inscrivez à les newsletters. Et puis n'hésitez pas, que ce soit via ce biais-là ou via Instagram, le mien, le sien ou quoi que ce soit, d'engager la discussion avec Rebecca si vous le souhaitez. Merci beaucoup Rebecca, et puis à bientôt. Merci beaucoup Mathilde, au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Rebecca. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture!